20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Les sourds à l'honneur à l'occasion de la 20e édition de la Semaine internationale des sourds. À la place du souvenir, ils ont montré leur savoir-faire à travers des ateliers d'exposition. Cette couche vulnérable de la population réclame plus de soutien financier et matériel. Barthélémy Diaz veut briguer le poste de secrétaire général du Parti socialiste. L'analyste politique Yorodia estime que c'est une bonne chose et que cela va créer le débat au sein de la formation socialiste. Dodel, les 23 villages de la commune disent non au projet Afri Partners. Après la sortie des populations, 10 personnes, dont l'imam âgé de 94 ans, ont été convoquées à la gendarmerie. La marche des populations de Goudomp, elle réclame l'ouverture des postes de santé de Samine et Goudomp, financés respectivement à hauteur d'1 milliard et 800 millions de francs CFA. L'invité du 20h, il s'agit de Marito Ounian, le ministre de l'Enseignement supérieur, sera avec nous en fin de journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. 20e édition de la Semaine internationale des sourds. Le Sénégal célèbre l'événement à la place du souvenir où les festivités ont lieu. Des ateliers d'exposition ont été présentés au public par des associations de sourds muets. Une pluralité d'articles confectionnés par des sourds muets qui demandent plus de soutien financier et matériel de la part de nos autorités. Les détails avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Les poteries réalisées avec finesse et élégance sont l'œuvre de Mariam Fall. Cette femme, vivante avec un handicap, confectionne ses objets d'art avec l'appui de son époux. Comme aujourd'hui c'est la journée internationale des sourds, elle est venue exposer ses objets d'art de poterie. À l'occasion de la célébration de la Semaine internationale des sourds, ces artistes exposent à la place du souvenir un chef-d'œuvre présenté au public grâce au langage des signes. Il dit qu'avant, il a rencontré Maître Wade. Alors là, il pensait que ces objets, ça venait de l'Europe. Il commandait ça pour revenir, pour revendre ça. Alors que ce n'est pas ça. C'est eux qui créent ces objets. C'est leur création. Calebasse. Il dit que ça, c'est un petit calebasse qu'on a dessiné avec des motifs d'art. Ça fait partie de l'exposition. Ok. Et il dit que ça aussi, c'est pour décorer une maison. C'est une calebasse aussi qu'on a dessiné, mais des choses là. Michel s'est également spécialisé dans les arts. Grâce à son expérience, il encadre des enfants sourds-muets. Et j'apprends aux enfants à dessiner pour que demain ils puissent avoir un métier, quelque chose à faire. Parce que comme la formation des sourds au Sénégal, ce n'est pas trop reconnu par l'État. Alors il faut que l'enfant ait quelque chose à faire. Un plaidoyer à l'occasion de cette semaine qui leur est dédiée, un meilleur appui financier et logistique. Il dit que ils ont des problèmes parfois, les machines pour confectionner les objets. En fait, c'est difficile ils n'ont pas assez de machines. Ces artistes sourds-muets veulent que le grand public s'approprie des réalisations qu'ils sont en train de faire. Eux aussi, ils sont partisans pour le développement du Sénégal.
Aminata Mbaresso, cette 20e édition, une occasion pour rappeler au pouvoir public les difficultés de cette couche sociale. Selon la présidente de l'association, les sourds-muets souffrent d'un déficit de communication et d'information dans les structures sanitaires et dans les médias. Le ministère de la Santé a reçu un mémorandum et rassure par rapport à ces interpellations. Là-dessus, nous écoutons Mamadou Lamine Fati, le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées. Aujourd'hui, à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre la Semaine internationale des sourds qui traditionnellement est célébrée dans la dernière décade du mois de septembre. Et aujourd'hui, c'est la journée officielle présidée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale lui-même. Cela traduit son engagement pour la cause de l'action sociale. Et comme vous l'avez dit au cours de la cérémonie officielle, la représentante du collectif des sourds, en l'occurrence Madame Baké, qui également est la représentante des personnes handicapées au Conseil économique, social et environnemental, a posé plusieurs questions qui sont inscrites dans un mémorandum. Mais parmi ces questions-là, il y a la question de la communication, l'accès des sourds à la communication. Et effectivement, aujourd'hui, le système de communication n'est pas totalement inclusif parce qu'il est important que lors des grands événements, que l'interprétariat en langue des signes soit systématisé au niveau des médias, ainsi que le sous-titrage. Il y a des télévisions et des médias qui le font, mais donc le dispositif n'est pas généralisé. Et c'est là justement un point qui est inscrit dans un plan d'action que nous sommes en train de suivre au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, en lien aussi avec les ministères qui s'occupent de la question de la communication et des télécommunications. Il y a très peu d'interprètes en langue des signes et aujourd'hui, par le truchement de la journée internationale des sourds, la question est posée et il va falloir y remédier. Donc recruter le maximum, former et recruter le maximum d'interprètes en langue des signes et les prépositionner dans les structures publiques, notamment dans les hôpitaux. Les personnes vivant avec un handicap sont les plus exposées au VIH. Aujourd'hui, le taux de prévalence est de 2%, taux qui est largement supérieur à la moyenne nationale. Cela s'explique par des inégalités sociales juridiques, entre autres. C'est ce que nous disent nos reporters Chertidiane John et Abdoulaye Diallo. Une récente étude faite sur le VIH au Sénégal rend le tableau sombre. L'étude montre que le taux de prévalence des personnes vivant avec un handicap est au-dessus de la moyenne nationale. Vous le savez, la moyenne nationale, c'est 0,7%. Et chez les personnes handicapées, c'est pratiquement 2%. Donc ça double la moyenne nationale. C'est alarmant et inquiétant. Ces personnes vivant en situation de handicap sont les plus exposées car elles sont victimes de certaines inégalités sociales, juridiques et économiques. Lesquelles inégalités se traduisent par non-accessibilité pour ces personnes au niveau des services, parce que vous savez que les services là très souvent sont excentrés, les personnes avec un handicap ont du mal à y accéder. C'est un groupe qui n'a pas été bien pris en compte. C'est un groupe qui, quand on regarde les questions économiques, c'est un groupe qui est très défavorisé du point de vue économique. Le 26 mai 2010, l'Assemblée nationale du Sénégal avait voté la loi d'orientation sociale visant à garantir l'égalité des chances des personnes handicapées. Cependant, son effectivité pose toujours problème. En 2010, lorsque la loi a été votée, les personnes handicapées avaient applaudi parce que nous avions dit enfin une loi qui consacre et protège nos droits est née au Sénégal. Mais quelques années après, cette euphorie a été plus ou moins émoussée. Émoussée parce que toutes les dispositions qui nous paraissent pertinentes de la loi n'ont pas encore été effectives. À ce jour, des décrets ont été pris pour l'application de cette loi d'orientation sociale, mais il y a des décrets qui restent qui ne sont pas encore pris, et c'est la mission de l'Assemblée nationale, dans le contrôle de l'application de la loi, que de veiller à ce que ces décrets d'application soient pris. Le président de la Fédération des associations regroupant des handicapés au Sénégal veut la tenue du conseil présidentiel. Yatna Fall estime que la rencontre va permettre de discuter des préoccupations de cette couche vulnérable. Il a par ailleurs évoqué la mise en place d'un fonds d'appui qui pourrait permettre de lutter efficacement contre la mendicité. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Chertidiane John. Nous avions convenu avec le président de la République
de convoquer un conseil présidentiel sur le handicap qui permettrait autour du président de la République d'avoir tous les ministères sectoriels concernés par la mise en œuvre de la carte d'égalité des chances afin de les amener à prendre des engagements pour que les handicapés détenteurs de la carte d'égalité des chances puissent avoir accès à tous les services que la carte est censée offrir. Ensuite, il y a la haute autorité chargée de la promotion et de la protection des personnes handicapées, qui est appelée au Conseil à l'égalité des chances, qui tarde également à voir le jour. Une haute autorité dont le rôle est justement d'être un observatoire sur les droits des personnes handicapées au Sénégal, mais également un mécanisme national de suivi de la Convention. Enfin, il y a une autre disposition importante de la loi, c'est le fonds d'appui aux personnes handicapées, dont également la fonction principale est de lutter contre la mendicité des jeunes handicapés dans les rues de Dakar et de nos grandes villes. Le Sénégal dépourvu d'une loi sur l'accès à l'information. Article 19 et d'autres organisations de la société civile font le plaidoyer pour garantir aux citoyens ce droit fondamental qui donne libre accès à l'information publique. Ce 28 novembre, rappelons-le, est célébrée la journée mondiale de l'accès à l'information. Les détails avec Mambiram Diouf et Tierno Laurent Mendy. L'accès à l'information par les populations sur toute question portant sur la gestion des affaires publiques et ne relevant pas du secret défense ou de l'enquête est un droit fondamental. Article 19 relève les insuffisances et plaide pour une législation afin de renforcer la citoyenneté, la démocratie et la transparence. Et nous faisons tout et avec les différents acteurs et nous rappelons le Sénégal que c'est important aujourd'hui de pouvoir finaliser ce processus important pour renforcer la démocratie et la participation citoyenne et doter enfin le Sénégal d'une loi modèle sur l'accès à l'information. Nous avons quand même des projets en cours, beaucoup de projets en cours, et je peux dire que ces projets ne datent pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le ministère de la bonne gouvernance, le ministère de la justice, le ministère de la communication sont en train de voir comment faire adopter rapidement une loi sur l'accès à l'information. Et vous le savez, depuis 2008, moi j'ai participé à des ateliers sur ça. Et un projet est déjà ficelé par la société civile qui a été porté par le Forum civil. Pour ce qui est de la collecte de l'information dont la source implique l'administration, le représentant du ministre de la Justice estime que le Code de la presse a réglé cela. L'administration continue de verrouiller certaines informations et qui pourtant doivent être accessibles, selon Yatou Sissé. Vous tombez toujours particulièrement sur des fonctionnaires qui évoquent le droit de réserve pour ne pas vous répondre ou qui vous demandent de vous référer à la hiérarchie. C'est donc autant de sauts d'obstacles qu'il faut franchir pour avoir l'information. Nous pensons qu'il faut changer la donne. Nous pensons que l'État, tous les secteurs dits sensibles, l'État et ses démembrements, comme l'armée et tout, ils ont intérêt en fait à donner la bonne information. Je suis déçue de le dire, si vous n'avez pas encore lu le Code de la presse, ce droit d'accès à l'information devient finalement fortement encadré, avec une injonction de l'autorité locale qui peut à tout moment fermer un organe de presse. Au Sénégal, malgré la consécration du droit à l'information plurielle par l'article 8 de la Constitution, disposer d'une loi sur l'accès à l'information reste un palier à franchir. Politique à présent, Barthélémy Diaz, candidat au poste de secrétaire général du Parti socialiste. Il a annoncé sur les réseaux sociaux de l'avis de l'analyste politique Yorodia. Cette sortie va créer le débat au sein même de la formation politique socialiste et ce sera aux militants de trancher une fois au Congrès. Alassane Ba, Mohamed Dia. Première sortie, premier buzz, une annonce. Barthélémy Diaz veut le poste de secrétaire général du PS en 2019. L'analyste politique salue la stratégie. Le débat est posé au sein de la formation politique de Senghor. Le Parti socialiste a toujours été animé par des débats en interne. On se rappelle du courant du renouveau initié par Djiboka. Et je pense que si Barthélémy Diaz décide d'être candidat pour être secrétaire général du PS, et je pense qu'il est dans son droit. Je pense que c'est une bonne stratégie. Ça veut dire qu'il demande aux militants d'arbitrer la divergence qui oppose la direction du PS et la tendance, il faut rappeler les choses telles qu'ils sont, la tendance de Khalifa Sall. Et c'est ça un parti politique. Et je pense que c'est ça qui est normal. Il faut que les gens arrêtent chaque fois qu'ils ont des problèmes
dans des partis politiques de sortir pour créer un autre parti politique. C'est ça qui contribue à la disparité. Des partis politiques à l'image des confréries, selon Yoroya, absence totale de débat, et des initiatives pareilles permettent de changer la donne, un concret pour trancher. Et c'est pourquoi je pense que c'est une très bonne stratégie de poser les débats en interne au sein du Parti socialiste. Vu notre niveau de démocratie, cette formule-là est beaucoup plus convenable que, à mon avis, les démonstrations de rue, les manifestations. Il manque au niveau du Parti socialiste, au niveau des militants. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour que notre démocratie ait de la vitalité, il faut que les partis aient de la vitalité. Au Sénégal, les partis n'ont pas de vitalité parce que les partis fonctionnent comme des confréries. Et c'est ça qui est en train de tuer notre démocratie. Notre démocratie a de la vitalité parce qu'il y a des débats au niveau de la société civile, il y a des débats au niveau de l'université. C'est pourquoi on a l'impression que la société civile ravit la vedette aux partis politiques. On a l'impression que la société civile a pris la place, le rôle des partis politiques. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut que les partis socialistes retrouvent les débats en interne. Et c'est ça un parti politique. Est-ce qu'il pèse quelque chose? Est-ce qu'il ne pèse rien? Est-ce qu'il a la légitimité médiatique? Est-ce que Barthélémy Dias c'est simplement de la légitimité médiatique et non pas de la légitimité politique? Ça, il appartient au Congrès d'en décider. Mais avant d'aller au Congrès, tout le monde a le droit de dire oui, mais moi j'ai une tendance, j'ai une aspiration, j'ai une idée, j'ai une nouvelle philosophie. C'est le droit le plus absolu. Maintenant, quand vous allez au Congrès et que vous faites 5%, 10%, vous vous alignez sur les positions de la majorité. Aux candidats de respecter au finish les règles du jeu, Diaz Fils se lance pour la direction du PS. Le socialiste engagé pour la libération du député maire Khalifa Sall compte se faire entendre désormais dans sa rubrique les vidéos de Barthélémy Diaz sur Facebook. Alassane Ba, l'appel au dialogue national divise la classe politique sénégalaise. Abdoulaye Wade l'a déjà rejeté, une position que fustige le camp présidentiel. Et pour les analystes politiques, le Sénégal a besoin de cette consultation pour une élection présidentielle apaisée. Habib Faye, Younous Diatta. Je reste ouvert au dialogue. Je suis un homme de dialogue, un homme d'ouverture. woote gi Abdoulaye Wade xalaatu ko dégg benn yoon ay ñooñu Macky Sall gis na li ni mel lu war la. su bëggut a dialoguer affaire am la waaye moom appel bi du moom rek lañ ko lancé. Je reste ouvert au dialogue. Je suis un homme de dialogue, un homme d'ouverture. Un appel que Abdoulaye Wade rejette catégoriquement. Au niveau du camp présidentiel, l'idée est la bienvenue. Il sera seul dans cette position, dans la mesure où il n'est pas le seul opposant. L'appel n'est pas lancé exclusivement à lui, l'appel est lancé à toute la classe politique et même à la société civile et religieuse. Donc s'il dit qu'il ne va pas dialoguer, mais là c'est son affaire. Un dialogue national est une large concertation qui doit aboutir sur des finalités positives. Aujourd'hui, le pape du Sopi ne compte pas l'entendre. Selon le chroniqueur politique, le pays en a besoin. Les conditions au dialogue ne doivent pas tuer le dialogue. C'est donc, à mon avis, l'équilibre qu'il faut avoir et pour que le dialogue puisse aboutir à des solutions pratiques, parce que nous avons besoin d'élections apaisées, nous avons besoin d'une démocratie civilisée dans laquelle les normes, les standards de comportement sont garantis. Chacun d'eux fustige la gestion de Wade durant 12 ans. La voie nécessaire, c'est quoi? Remettre en cause tout ce qu'on avait fait depuis plus de 40 ans. Et récemment, il a également organisé des dialogues plus ou moins obscurs pour obtenir la libération de Karim Wade. Si Macky Sall persiste sur son appel, il verra des Sénégalais qui vont répondre et concerter avec lui, discuter avec lui. La présidentielle de 2019 se profile à l'horizon. Un dialogue politique est aujourd'hui plus que nécessaire pour un climat social apaisé, aussi pour le bon déroulement du scrutin et éviter des dysfonctionnements politiques. Nous parlons de toute autre chose à présent avec ce litige foncier dans les communes de Dodel. 23 villages de la commune disent non au projet à Free Partners. Après la sortie des populations, 10 personnes ont été convoquées à la gendarmerie. Parmi elles, l'imam âgé de 94 ans et le chef du village de Sinthiou Dangde. Très remonté, ces populations ont envahi la gendarmerie et parlent d'intimidation. Je vous propose de suivre leur porte-parole, Mamadou Aliou Mbaye, interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. Aujourd'hui, M. Sakho, qui est
non seulement âgé, qui est non seulement le chef coutumier donc de toute la zone de Alaïbé. Il a bravé le soleil, il a bravé l'âge, il a traversé des fleuves, il a traversé des pirogues pour faire des 60 ou bien 80 km pour venir répondre à l'appel de la convocation à la gendarmerie de Ndioum. Et comme on le connaît aussi, c'est un homme de parole. L'ensemble des collectifs de ces villages, au nombre de 23, réaffirment leur refus, leur engagement de ne pas cautionner cette bradage des terres. Comment peut-on donner 10 000 hectares à un groupe de privés marocains sans des négociations ni en amont ni en aval, sans tenir compte des exigences sociologiques, des exigences religieuses, des exigences coutumières et surtout des exigences sociales. La marche des populations de Goudomp ce jeudi, elle réclame l'ouverture des postes de santé de Samine et Goudomp, respectivement financés à hauteur d'1 milliard et 800 millions de francs CFA. Les populations déplorent le nombre de victimes et de l'absence d'infrastructures sanitaires et l'évacuation des malades vers Ziguinchor. Les détails avec nos correspondants sur place, Bakary Conté et Sala Samb. Goudomp, ville morte, boutiques, magasins, le marché central, tous les services ont fermé leurs portes. Ces populations qui ont sillonné les différentes artères de la ville déplorent le nombre important de morts enregistrés ces derniers temps dans tout le Balantakunda. Le match d'aujourd'hui, c'est à cause de notre difficulté que nous rencontrons au centre de santé. À plus forte raison, les femmes qui accouchent. Les femmes qui accouchent ont des problèmes. Des fois, en évacuant, les femmes accouchent dans les ambulances. Avant d'évacuer même, il y a des femmes qui décèdent en cours de route. Il y a des problèmes, qu'on rencontre toutes sortes de problèmes. Même, tout récemment, il y a une femme qu'on voulait évacuer à Ziguinchor. Il faut l'autorisation de l'hôpital régional de Ziguinchor. Sans l'autorisation de l'hôpital régional de Ziguinchor, on ne peut pas évacuer. Quand tu évacues, tu peux rester 1 heure de temps, 2 heures de temps dans l'ambulance avant qu'on puisse prendre ton malade. Ça, c'est pas normal. Ils exigent l'ouverture des centres de santé de Goudomp et de Samine, toujours non fonctionnels. Les populations du département de Goudomp restent toujours sur leur faim, baignent dans une éternelle confusion, dans une inquiétude sans précédent, dans un embarras total quant à la situation sanitaire liée à l'inachèvement des 2 centres de santé à Goudomp et à Samine. Démarré en 2004 pour une durée de 18 mois sous le régime du président Maître Abdoulaye Wade, de nos jours, les travaux sont exécutés à 90% pour Samine et 98% pour Goudomp. En effet, ces 2 infrastructures financées par l'État du Sénégal à coût de 887 94 874 francs CFA pour le centre de santé de Goudomp et environ 1 milliard de francs CFA pour celui de Samine. Après le centre de santé de Goudomp, les manifestants se sont rendus à la préfecture. Ensuite, ils ont rendu leur mémorandum au préfet. Non-respect des règles d'hygiène, la sous-brigade du service d'hygiène de Rufisque se déploie dans les quartiers. À Rufisque-Ouest, les infractions sont nombreuses et le comportement des populations laisse à désirer. Une occasion saisie par les responsables du service d'hygiène pour étaler les difficultés liées au manque notoire de moyens. Les détails avec Ousseinou Thiam et Biradiagne. Conformément à sa mission de contrôle et de sensibilisation, la sous-brigade d'hygiène de Rufisque a investi le quartier Touba Aloir à Rufisque-Ouest. Au total, 124 maisons ont été visitées et les infractions sont multiples et complexes. On est venu à l'intérieur du domicile pour pouvoir relever les infractions en matière d'hygiène, surtout les fosses défectueuses, les fosses qui n'ont pas d'aération, également les maisons insalubres. Et également, nous avons remarqué qu'il y a des écoulements sur la voie publique et c'est interdit dans le code de déposer des gravats ou d'encombrer la voie publique. Aujourd'hui, on est venu dans ce quartier quand même pour lutter contre le choléra et également lutter contre le paludisme. Parce que nous sommes en période hivernale. Un service qui veut certes mener à bien sa mission préventive, mais qui est confronté à d'énormes difficultés liées au manque d'effectifs et de moyens logistiques.
on demande à l'autorité de nous augmenter les moyens. Parce que si vous voyez aujourd'hui, on travaille avec l'appui des autres sous-brigades de la région de Dakar. Et également, nous travaillons avec des stagiaires qui sont ici avec nous. Et bientôt, ils vont regagner l'école. Et pour te dire que dans tout le département, nous sommes au nombre de 13 éléments dans le département de Rufisque. Et vous savez, c'est très insuffisant. Chez les populations, le besoin était bien réel. Quartier, nous vivons une situation qui est très difficile. Cette situation est liée aux eaux pluviales, aux eaux usées et à l'enlèvement des ordures. Donc c'est 3 points qui sont essentiels, alors sur lesquels la population se sent actuellement faible. Et même au niveau autorité, il y a vraiment des moyens à mettre en œuvre pour trouver des solutions. Après Rufisque-Ouest, ces agents comptent investir les autres localités du département pour pousser les populations au respect des règles d'hygiène. L'Institut supérieur de Thiès, son établissement créé par l'État du Sénégal pour former les bacheliers. Les meilleurs étudiants qui ont présenté les meilleurs projets ont été primés. C'était au cours d'une journée d'excellence en entrepreneuriat. Compte rendu signé Célatir et Cherante Diop. L'Institut supérieur de l'enseignement professionnel de Thiès a primé 3 de ses anciens étudiants qui ont présenté les meilleurs projets en tant qu'entrepreneurs devant bénéficier de financement. C'était dans le cadre d'une journée de l'excellence organisée par l'Institut. L'ISEP de Thiès donc, a offert pour le premier prix un montant de 200 000 francs CFA, 150 000 francs CFA pour le deuxième prix et 100 000 francs CFA pour le troisième prix, pour ceux qui sont sur le podium. Et monsieur le secrétaire général de la Confédération nous a fait la bonne surprise de donner 400 000 francs supplémentaires pour le premier prix, 300 000 francs supplémentaires pour le deuxième prix et 200 000 francs supplémentaires pour le troisième prix. Et ça, on est disposé d'ailleurs à faire de l'incubation au départ pour leur permettre d'avoir les ressources et les moyens nécessaires au départ pour vraiment démarrer leur activité avant de voler de leur propre aile par la suite. L'ISEP a déjà formé plusieurs centaines d'étudiants dans les filières comme l'exploitation agricole, création multimédia, systèmes et réseaux informatiques, tourisme et loisirs et les métiers du rail. Les métiers et le programme de l'ISEP sont des programmes appréciés et qui répondent aux attentes des jeunes. On peut avoir des programmes et très peu de jeunes qui les sollicitent, alors que là, on a vu l'engouement. Donc pour moi, c'est une bonne occasion à la fois de constater, mais aussi d'avoir des informations de visu et peut-être être quelqu'un qui va continuer à parler de l'ISEP et souhaiter des ISEP dans beaucoup de pays membres. Parce que nous ne sommes pas seulement au Sénégal, nous sommes dans beaucoup de pays francophones et nous pensons que ce genre de programme répond mieux et de façon pratique aux besoins des jeunes. De nouveaux bacheliers et plusieurs parents d'élèves ont pris part à cette journée qui leur a permis d'avoir un aperçu sur les offres de formation. Cherante Diop, la souffrance et le besoin de soins à moindre coût, voire gratuit, des populations des quartiers périphériques de Ziguinchor sautent à l'œil en cette saison des pluies. C'est le cas dans les quartiers Nema 2 et Lindiane où les populations saisissent la moindre occasion offerte par les bénévoles qui leur prodiguent des soins gratuits, sauf que certaines maladies comme le cancer du col de l'utérus se sont compliquées à soigner sur place. On voit tout cela avec nos correspondants sur place, Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Des femmes et des enfants venus nombreux se faire soigner, des personnes âgées aussi. Certains de ces patients sont même ici depuis 5 heures du matin. Cela rend compte du besoin de prise en charge à moindre coût des populations des quartiers périphériques de Ziguinchor. La population, compte tenu des conflits, les gens n'ont rien. Si l'État trouve pour soutenir la population, surtout le quartier de Lindiane où il y avait trop de problèmes, parce que vous voyez, depuis 5 heures du matin, la population est là. Malgré le retard, mais la population est là, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas déjeuné pour avoir des soins, avoir leur santé. Plusieurs pathologies ont été découvertes. Il y a le paludisme, donc les accès de paludisme là, nous les prenons en charge. Les rhinites allergiques, les diarrhées, les vomissements, là, c'est nous qui les prenons en charge. Donc il y a d'autres pathologies aussi, comme les cas de cancer du col qu'on a eu à dépister ici, de diabète. Et là aussi, la prise en charge, elle est à long terme. Il y a aussi les dentistes, ils ciblent tout le monde. Il n'y a pas une répartition de la tranche d'âge. Cette activité va dans le sens de la promotion de la santé publique des populations aux côtés de l'État, qui
malgré les efforts qui sont consentis pour la prise en charge des problèmes de santé des populations, a besoin d'actions de ce genre, où ce sont les populations elles-mêmes, à travers leurs spécificités, comme ici des médecins, des pharmaciens et autres, qui viennent donner un peu de leur temps et de leur savoir-faire pour soulager les populations. Mais ces bénévoles soutiennent qu'ils n'ont pas les moyens de faire face à certaines maladies. Ils n'excluent pas de solliciter la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame pour les y aider. La NACIM se dote d'un nouvel outil météorologique appelé ENAX. Le but est de renforcer la précision des données climatiques qui seront délivrées aux producteurs agricoles, aux pêcheurs, entre autres. Présentation avec Cheikh Hassan Affal et Mohamed Dian. Rendre accessibles les données climatiques au niveau national, c'est le but d'ENAX, un nouveau outil avec une importance capitale pour la météorologie sénégalaise. Avec cet outil, il nous permet de faire de l'interpolation mathématique de toutes ces données, agréger ces données et trouver une information météorologique à n'importe quel point au niveau du pays. Donc on est arrivé donc à diviser le pays en des points de grille. On a fait des grilles de 4 km sur tout le pays. Et donc on va avoir l'information sur la pluviométrie pour l'instant et la température en des points de grille de 4 km. Ce qui est très intéressant pour pratiquement toutes les applications, pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la santé et tous les secteurs qui ont besoin d'une information météorologique fiable. Un impact pas des moindres mais à améliorer pour mieux toucher le secteur de l'agriculture. C'est un outil innovant parce que ça donne des informations fiables sur les données climatiques, que sont la température et la pluviométrie. Donc je peux dire que ce sont des données qui viennent renforcer le dispositif actuel qu'on a pour mener nos campagnes agricoles. L'outil n'est pas très performant, je ne dirais pas très performant parce que l'objectif n'est pas encore atteint. Mais aujourd'hui, on a une base de données fiable. Un constat partagé par la représentante du secteur de la pêche. C'est un outil qui est extrêmement important. Déjà, l'information climatique, le service climatique est quelque chose d'extrêmement important pour les producteurs. Pour nous, la pêche, c'est en fait une question de sécurité en mer, mais aussi de sauver des vies. Parce que l'information climatique, ce service-là, quand les pêcheurs reçoivent cette information avant d'aller en mer, ça leur permet en tout cas de prendre la décision d'y aller ou pas. ENAX, un outil qui vient à point nommé pour l'ANACIM, au moment où les prévisions climatiques sont d'une grande importance pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique. La fête d'Achoura, c'est dans moins de 48 heures une fête avec des histoires divergentes entre deux communautés au sein de l'islam. Si les sunnites font la fête, les chiites, eux, sont en deuil en ce jour de Tamkharit. Explication avec nos reporters Cheikh Hassan Affal et Mohamed Dian. Jour de fête ou de deuil, Achoura continue de se célébrer de manière différente au sein du monde musulman, avec une communauté chiite en deuil pour cette journée. Nous, la communauté chiite, les partisans de la famille du prophète, nous considérons que c'est le plus grand jour de deuil de l'histoire et de l'année. C'est pourquoi nous le célébrons comme deuil. À chaque fois, à l'anniversaire de ce jour, 10 jours même avant, la communauté chiite entre dans le deuil. Chez les sunnites, eux, le 10e jour du nouvel an musulman est commémoré dans la joie. Achoura est une fête, si vous voulez, mineure, qui n'en demeure pas moins la fête de la générosité envers la famille, les parents, les proches et surtout envers les déshérités, n'est-ce pas? C'est pourquoi au Maroc, si on prend l'exemple du Maroc, Achoura est la fête de l'enfance. C'est un jour de charité et de partage. Malgré ces quelques divergences, sunnites et chiites s'accordent quant à la valeur purement religieuse d'Achoura. C'est un enjeu éminemment religieux parce que ça dépend maintenant de la considération qu'on a envers notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est venu à Médine, il a trouvé sur place 3 tribus juives célébrant une fête appelée Yom Kippour, une fête au cours de laquelle ces tribus jeûnaient et abstenaient de travailler pour commémorer, si vous voulez, certains épisodes conduits par le prophète Moïse alayhi salam, n'est-ce pas? Et parmi ces épisodes, on peut citer l'éclatante victoire donc, de Moïse sur son rival Pharaon, qui fut le roi d'Égypte. Et bien, ces réclamants de la filiation des prophètes de la Bible
le prophète Mohammed trouva légitime de définir pour les musulmans une célébration de ce type. C'est ainsi qu'il décida de jeûner le 10e jour du mois d'Ashura et l'ordonna à sa communauté tout entière. Le 10e jour de l'hégire du nouvel an musulman est une date remplie d'histoire religieuse, des faits qui impactent jusqu'à présent sur la communauté musulmane de par le monde.